Bonjour à tous et bienvenue à l'île de la Réunion. Je vous transmets les salutations de Monsieur Chabot, le président de la SPLF, qui nous souhaite effectivement un bon congrès et une bonne harmonie dans nos réunions et nos débats. Je vais introduire le thème du climat avant que Chantal Rielson nous parle des changements climatiques et des conséquences de ces changements. Mais comme vous savez, mon souhait toujours et mon intérêt pour la sémantique, je vais vous le redéfinir à travers les mots, car qui sait ce qu'est un climat? Si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que le climat? Vous me diriez quoi? Auriez-vous une quelconque inclinaison pour cela? Parce que les climats, vous voyez, ils sont répartis sur la planète, c'est une carte que l'on connaît bien, avec à peu près 5 climats différents. Mais le climat, c'est une inclinaison terrestre. Ça vient du grec, inclinaison, climat, on est penché. Et le français l'a acquis dans sa langue à partir du XIIe siècle. Ah bien, attendez, qui c'est qui le... Voilà, donc le climat, c'est cette inclinaison terrestre, c'est ce mot qui vient du grec, qui a été repris par le latin et ensuite par le français à partir du XIIe siècle. Qu'est-ce que le climat? C'est une inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. On va avoir à ce moment-là des découpages climatiques selon cette inclinaison des rayons du Soleil par rapport à l'horizon. Et je vous rappelle que l'horizon, c'est ce qui est délimité, ce qui se voit à l'œil. Et donc ce découpage va être le découpage par justement zone climatique. Déjà Aristote, donc on est là 4 siècles avant Jésus-Christ, Aristote avait déjà défini ceci comme étant 5 zones, c'est difficile d'en avoir deux à la fois, 5 zones, 2 froides, Arctique et Antarctique, une zone torride qui est près de l'équateur, qui est considérée comme étant inhabitable, et 2 zones tempérées entre les deux, une l'écoumène, on va voir ce que c'est, et les antipodes, la zone méridionale. L'Arctique, c'est la zone des ours, Arctos, c'est l'ours en grec, c'est la zone où il y a la fameuse grande ours, d'où le terme de cette étoile qui nous donne le Grand Nord et le pays où les ours peuvent vivre. L'écoumène, oikos ménos, c'est la terre habitée. Oikos, c'est la terre, vous savez que l'économie, oikos nomos, c'est la gestion de la terre, et l'oikos logos, c'est la connaissance de la terre, l'écologie. Alors, ces climats, eh bien, ils ont déjà été décrits par Aristote, on l'a vu, puis après, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, 2 hommes ont définitivement installé cette définition. C'est Humboldt, le fameux Humboldt, qui est le naturaliste allemand, et qui a décrit ça. Ensuite, ça a été repris par Becquerel, la même famille que Becquerel de ce qui relève de la radioactivité. C'est la même famille. C'était des physiciens. Ils vont définir le climat comme étant la réunion des phénomènes calorifiques, aqueux, lumineux, aériens et électriques, qui vont définir un caractère de météorologie, qui peut être différent d'un pays à l'autre, même s'ils sont placés sur la même latitude et dans les mêmes conditions géologiques. C'est-à-dire que ce sont les phénomènes extérieurs qui vont générer cet aspect climatique. Et donc, selon la prédominance d'un phénomène, le climat sera chaud, froid, tempéré, sec, humide, calme ou venteux. Météorologie, ça vient du grec météor, météoros, c'est ce qui est visible, surveillé, visible dans les airs, le phénomène, le visible. La chaleur, finalement, est la principale influence du climat. C'est pour ça qu'on en parle. Mais déjà Humboldt, au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, Becquerel l'avait dit. Puis, ce qui intervient dans le climat, ce seront les quantités d'eau, selon les saisons, l'humidité, la sécheresse de l'air, les vents dominants, la répartition des orages, la sérénité et la nébulosité de l'air, la nature des sols et la végétation. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont recevoir l'énergie solaire. La classification qu'on a actuellement utilisée, c'est Vladimir Peter Köppen, qui est un homme qui a décrit ce climat en 5 zones, en reprenant les combinaisons de la carte mondiale de la végétation qui date du XIXe siècle, de 1866, et les 5 zones climatiques du Candolle. On se retrouve avec cette zone que l'on connaît à peu près maintenant, et qui va être répartie en sous-groupes, mais à partir d'une terminologie qui va être ABCDE, tiens, on n'est pas dans la BBCO, mais c'est ABCDE aussi, et c'est le... Attendez, j'en fais deux à la fois, je vais reprendre là. Et cette classification, on aura le climat tropical, un climat sec, un climat tempéré, un climat continental et un climat polaire. Et puis après, il y a tout un tas de sous-définitions que vous avez vues sur la carte, mais qui sont moins importantes. Ce que l'on retient, c'est qu'on reste sur ces définitions-là de tropical, sec, tempéré, continental et polaire. Le système climatique, comment ça fonctionne? D'abord et avant tout, le maître d'œuvre, c'est le Soleil.
c'est le rayonnement solaire qui va frapper la Terre. Il va frapper la Terre sur 5 zones particulières. L'atmosphère, vous voyez en bas, c'est cette vapeur qui entoure la sphère terrestre, les océans, c'est fondamental. Puis après, des éléments beaucoup moins importants par rapport à la climatologie, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère. Que fait le rayonnement solaire? Il va engendrer une percussion de l'énergie, il va donner l'énergie à la Terre au niveau essentiellement des tropiques, et c'est à partir des tropiques que cette énergie va se répartir. Et ça va frapper bien sûr l'atmosphère, ce rayonnement qui passe à travers les couches de l'atmosphère, les couches gazeuses, et surtout les océans. Les océans ont une mémoire terrestre, une mémoire thermique, c'est la mémoire de la Terre, une mémoire telle que même avec les variations de saison, il n'y a quasiment pas du tout de variation thermique de l'océan. Elle est strictement superficielle. La rotation de la Terre, vous le savez, va donner ces fameuses forces de Coriolis qui vont générer ces courants marins qui sont dans le même sens. Et même dans l'atmosphère, les courants aériens que les aviateurs connaissent bien comme étant plus forts dans un sens plutôt que dans l'autre. Et c'est cette rotation de la Terre, c'est cette circulation des courants marins et des courants aériens qui vont générer la circulation de la chaleur et de l'énergie. Vous voyez que la carte des courants marins est ancienne, relativement ancienne, date de 1943, c'est la plus importante qui a été mise en place. Et on voit que la redistribution de la chaleur se fait à partir des tropiques vers le pôle. Et on voit très bien ce qui nous intéresse pour l'Europe, pas pour ici, mais c'est le Gulf Stream qui nous permet d'avoir une température tout à fait correcte parce qu'il y a des eaux qui arrivent des tropiques du golfe du Mexique. Les courants marins et la circulation thermohaline, c'est la variation de la salinité qui est due à l'évaporation. Il y a une évaporation en surface, l'eau sera donc plus dense. Lorsqu'il y a une évaporation, elle va s'enfoncer dans l'océan jusqu'au pôle, elle sera moins dense, elle fera surface au niveau de l'équateur, et c'est cette circulation d'eau qui va générer un relargage énergétique sur l'ensemble du globe. L'océan, on pourrait dire donc que c'est la chaudière de la Terre, et l'atmosphère, finalement, ce sont les radiateurs qui vont diffuser cette chaleur. Le chauffage central de la Terre, il est solaire. On est tous solaires. Comment la chaleur tropicale va tempérer le froid du nord? Mais par 3 éléments. La chaleur latente, évaporation naturelle de l'eau sous forme gazeuse, chaleur de rayonnement, émission infrarouge de l'océan, et chaleur sensible par échange de simple conductivité thermique. Et cet ensemble-là va réchauffer l'atmosphère. Je rappellerai pour la petite histoire qu'on parle d'air climatisé, ou d'air conditionné plutôt. Quand on dit « je suis en air climatisé », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a précisé le climat sur lequel on se climatise? C'est un européanocentrisme, ça, que de dire on est climatisé en climat tempéré. Vous voyez les mots comme ils sont forts. Alors regardons quelques plaques sur les températures, comme elles évoluent. Vous voyez les variations de température, vous voyez qu'il y a une petite âge glaciaire qui était au niveau de la Renaissance, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient la tête froide, ils ont eu de bonnes idées. Et puis maintenant, vous voyez cette élévation absolument gigantesque de ce réchauffement climatique thermique. Quand on regarde la réalité, on peut parler, mais il faut voir le réel. Vous voyez les glaces au niveau de l'Arctique, donc cette zone des ours. Vous voyez en 1979-2000 où elle est la banquise, où elle se retrouve maintenant. Et si on prend le Kilimanjaro, février 1993 et février 2000, la différence est frappante. Pour ceux qui ont fait le Kilimanjaro, vous imaginez, on ne peut plus aller faire du glacier. Ça entraîne beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de tempêtes du Conseil national de l'ordre, mais là, c'est des tempêtes vraiment thermiques. Et regardez ces tempêtes. Ces tempêtes évoluent de plus en plus fortes, parce que justement, ces échanges thermiques que je viens de décrire sont importants. Et maintenant, vous voyez à droite, la technologie d'observation nous permet d'avoir des éléments de plus en plus précis, puisque entre ce que l'on pouvait simplement voir, qui étaient les bateaux qui passaient, ou les éléments vus sur la Terre, après on a eu la radio, ensuite on a eu les observations aériennes, et maintenant on a l'observation de satellite qui permet d'affiner nos données. Là, les choses sont claires. Vous voyez l'augmentation depuis 1880 jusqu'en 2000 de la surface des océans. On a pris 20 cm. Quand vous avez des îles qui ont comme même Miami, c'est 11 mètres la hauteur maximum de Miami. Vous imaginez le problème, si Miami ne pompe pas son eau en permanence, Miami disparaît. Variation de température durant le Phanérozoïque, on va définir ça, le Phanérozoïque, et bien vous voyez que sur le long terme, on a des variations importantes, et vous voyez qu'il y a des périodes glaciaires, des périodes de froid, des périodes de chaud, mais là on est dans une période de chaud qui s'impose. 0 jusqu'à 542 millions d'années, on est à la fin du Phanérozoïque, plutôt en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est l'éon phanérozoïque? L'éon en philosophie, c'est l'entité éternelle. Les philosophes qui sont sur place pourront s'en souvenir.
Mais en géologie, c'est également la notion du temps. Donc nous sommes dans la quatrième ère, le quatrième éon du Phérénézoïque. Phérénézoïque, vous avez l'expression, ça veut dire là où on observe des animaux. Dès qu'on a vu des fossiles, on est de 542 millions d'années, c'est notre ère actuellement. C'est là qu'on discute, on discute sur 542 millions d'années. Et je vous ai décrit en bas les 1, 2, 3, 4 ères qui ont précédé. C'est le CO2 qui est impliqué. Le CO2, vous voyez qu'il est directement en relation avec l'augmentation de la température et surtout la charge de CO2 devient de plus en plus impactante. Notre maison brûle, vous savez qu'on l'a déjà dit souvent pour la COP 21 puis 22. La maison brûle, eh bien regardez ce qui se passe. Vous avez des simulations avec facteurs humains et naturels et sans facteurs humains. La messe est dite. Qui est responsable de cette maison qui brûle? Qui est responsable de l'incendie? C'est l'homme. L'homme avec ses gaz à effet de serre. Et l'homme, ici, vous voyez tous les effets anthropiques, les facteurs anthropiques sont là, vous avez tous les éléments qui sont décrits, et c'est essentiellement l'homme qui est en face directement du CO2. C'est l'activité humaine qui produit le problème du réchauffement climatique. Dans cette fameuse COP 21 puis 22, je n'ai pas décoléré pendant 15 jours, 2 fois de suite, on n'a jamais parlé d'autre chose que des activités humaines. Est-ce que vous avez jamais entendu parler, une seule fois, d'une commission qui parlait des hommes? Car regardez, ces températures elles vont augmenter régulièrement, mais qui sont les pollueurs? Vous voyez ici, l'ensemble du monde, c'est le jaune. La Chine, vous le voyez en bleu. Vous voyez ensuite les États-Unis et la Russie. Le reste, c'est vraiment des petites choses. Donc les deux éléments, c'est États-Unis, Chine et un petit peu plus la Russie. Maintenant, par tête d'habitant, c'est tout à fait étonnant. Qui est le plus grand pollueur? C'est le Qatar. Donc comme quoi, quand on veut climatiser sous une aire tempérée, problème. Alors comment imaginer des stades de foot pour une Coupe du Monde de foot qui serait complètement climatisée au sens de tempéré? On est en plein délire. Alors, le problème, il est là pour moi. Le problème, c'est qu'effectivement, on est à 7 milliards d'individus. Vous voyez où ils sont? Ils sont en Asie, ils sont en Afrique, ils sont là. Et c'est surtout l'évolution drastique. Vous avez ici 1800, et vous voyez qu'on est parti à partir de 1940. Là, on a mis en place l'essentiel des éléments de politique de santé publique. La fin de l'essentiel de la tuberculose pour les pays occidentaux. On a vu une augmentation dramatique, je dis bien dramatique, de la population humaine. Et c'est là où nous avons, nous, une responsabilité majeure en tant que médecins. On a permis de ne pas mourir, mais ce qu'on a permis de réguler la naissance et donc de réguler notre terre. Car regardez, ici, nous sommes à moins de 10 000 ans. Mais regardez notre ère, 2000 ans de notre ère. Nous étions 200 millions du temps du Christ. 200 millions. Et maintenant, nous sommes 7 milliards. Cherchez l'erreur. Et voyez les évolutions, jusqu'à 10 milliards si on va jusqu'en 2050. L'Europe va rester à peu près autour de 500 millions. Le problème majeur, je dirais, il est simplement là. Et quand vous voyez sur cette carte, chaque batterie représente le nombre de terriens en supplément par an, depuis 1950 jusqu'en 2010, il n'y a pas photo. Il n'y a qu'une nation qui nous a sauvés pour l'instant, c'est la Chine. Regardez cette courbe rouge, elle a su maîtriser sa population. Même si maintenant elle relibère la capacité de faire des naissances, je dirais de façon très dramatique, mais réelle, ceux qui ne sont pas nés ne feront pas d'enfants. Merci. Merci Bernard. Bon, énormément de choses qui ont été dites. Alors moi je vais vous présenter l'impact du changement climatique, mais ciblé sur la santé respiratoire, puisqu'il commence à y avoir maintenant un certain nombre de données, et c'est important, je pense, que les pneumologues s'approprient aussi à la fois cette connaissance, ce constat, pour envisager probablement des études d'intervention. Donc l'idée quand même, c'est de se dire que nous, en tant que pneumologues, on le sait, mais peut-être que les autres ne le savent pas vraiment, le poumon est un véritable filtre, et finalement, tout ce dont a parlé Bernard tout à l'heure en termes de facteurs de risque, va influer sur la santé respiratoire. Donc c'est on va le voir longuement, en particulier demain matin, avec la partie sur la pollution. On sait les liens qui existent entre la pollution et l'asthme, la BPCO et les infections respiratoires, mais également les allergènes et l'exposition aux moisissures, je vais vous en dire un petit mot, mais également les vagues de chaleur et de froid extrême, et puis également les inondations,
qui vont également conduire à un certain nombre d'expositions, et en particulier d'expositions bactériennes et d'expositions à des moisissures. Donc tout ceci montre que dans ce contexte environnemental, finalement, la santé respiratoire, elle est vraiment au cœur de l'impact sanitaire. Alors, cet impact sanitaire, on le connaît déjà depuis un petit moment, puisque vous avez probablement suivi cet épisode en 2003 sur la vague de chaleur en Europe, qui a fait l'objet d'une publication donc, dans l'American Journal en 2009. Donc 12 villes européennes dont la température a été étudiée entre avril et septembre. Et ils ont regardé le lien entre l'augmentation de la température et puis les hospitalisations et les décès en fonction de l'âge. Et donc, globalement, c'est ce que je vais vous montrer après, mais pour une augmentation d'1 degré, ce qui peut paraître finalement pas si important que ça, il y avait une augmentation des admissions pour problèmes respiratoires d'environ 4,5%, et en moyenne, et de 3,1% en fonction de certaines villes, en particulier dans le nord de l'Europe. Alors, cet impact de la hausse des températures sur la santé respiratoire, il a donné lieu quand même à une polémique. Je pense que vous avez entendu parler un petit peu de l'interprétation de ces études, en se disant finalement il y avait à peu près 40 000 décès estimés en Europe liés à cette vague de chaleur. Et certains ont dit mais c'était finalement des personnes qui tôt ou tard seraient mortes. Finalement c'était des décès prématurés mais qui seraient survenus possiblement dans l'année. En fait ce sont des spéculations, on n'en est pas vraiment sûr. Mais dans cette étude que vous voyez représentée ici, vous voyez que la tranche d'âge qui était la plus exposée au risque d'hospitalisation pour problèmes cardiovasculaires et respiratoires, c'était les plus de 75 ans, que ce soit dans les villes du sud de l'Europe et également dans les villes du nord de l'Europe. Alors, en ce qui concerne la mortalité, en ce qui concerne l'augmentation de la mortalité, vous voyez que c'est ce qu'on avait connu à Paris en 2003, avec une augmentation très très importante. Ça, c'était les années précédentes, avant 2003, la mortalité habituelle, et puis ici, ce qui est survenu. Donc, on sait effectivement que cette vague de chaleur a entraîné un excès de décès, en particulier chez des personnes âgées qui avaient probablement des pathologies cardiaques connues et ou respiratoires. Alors, en plus de l'augmentation effectivement des températures, qui est quelque chose qu'on continue d'observer en fonction des différentes périodes dans l'année, il y a également bien sûr la pollution atmosphérique, et vous savez que la pollution atmosphérique, maintenant, les pneumologues, que ce soit au niveau international, mais également en France, dans différents pays, enfin en France au niveau de la Fédération française de pneumologie et de la SPLF, sont vraiment emparés du sujet aussi, parce que finalement c'était un sujet qui était beaucoup abordé en santé publique, et les pneumologues ne s'étaient pas approprié ce sujet. Donc c'est un élément très important, et demain le professeur Fancheng nous en dira bien plus sur l'impact de la pollution à la fois à l'extérieur, la pollution outdoor, et puis la pollution indoor aussi, qui est un élément très très important. Et on sait que parmi ces pollutions, bien sûr, dans les pays dits à haut niveau de revenus, on connaît tous l'impact de la pollution atmosphérique liée aux voitures, aux émissions de diesel, sur lequel il y a eu énormément de polémiques. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'échelle mondiale, quand même, la première source de pollution, c'est la pollution qui est liée à l'exposition de la biomasse, et qui est responsable d'un taux de mortalité important. Vous avez ici un excellent papier que je vous recommande, publié dans Lancet Respiratory Medicine, qui reprenait vraiment la synthèse de tous les facteurs environnementaux et l'impact sur le nombre de décès estimés en 2010. Et vous voyez que finalement la pollution occupe un rôle très très important. Alors, quand on parle de pollution atmosphérique, on a tendance souvent à parler soit de ce qui se passe dans les pays à haut niveau de revenus, soit la biomasse dans les pays à faible niveau de revenus, et on a tendance à penser que les impacts sanitaires ne se voient que lorsqu'il y a des pics de pollution. En fait, ce que l'on sait, c'est qu'on peut avoir un impact sur la santé respiratoire chez des patients qui vont être exposés à un faible niveau de pollution, mais pendant très longtemps, puisqu'il y a une notion de susceptibilité génétique. Et ça, c'est un travail qu'on avait fait en Guadeloupe, qu'on a publié en 2015. Donc, on a fait le protocole d'étude, qui est une étude qui est ISAAC, sur à peu près 1500 enfants, avec des mesures de pollution qu'on a mis dans les écoles. Et on a pu montrer qu'il y avait un effet de l'ozone en dessous des seuils d'alerte chez les enfants, en particulier les enfants asthmatiques,
qu'il y avait une chute du débit expiratoire de pointe. Et c'est vrai que quand on discutait avec l'association de qualité de l'air locale, il y avait un désaccord puisque eux estimaient que la qualité de l'air était bonne, donc il n'y avait pas de problème sanitaire. Et en fait, on a pu leur démontrer que en fait, le problème sanitaire pouvait survenir chez des personnes qui étaient prédisposées, mais même avec des niveaux de pollution inférieurs au seuil d'alerte. Et donc en particulier pour les pays en milieu tropical, l'ozone est quand même quelque chose où il y a un regain d'attention avec énormément de publications. Alors parmi les sources de pollution aussi, on pense aux particules fines, à l'ozone, au dioxyde de carbone, on a dit un mot tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier quand même quelque chose qui est issu quand même typiquement de l'activité de l'homme, c'est l'exposition aux pesticides, qui pour l'instant concerne essentiellement donc, les agriculteurs, mais il y a une grosse question qui se pose sur l'impact des pesticides sur la santé respiratoire des riverains, c'est-à-dire le fait d'habiter à proximité de zones ou de champs qui seraient traités. Et là, il commence à y avoir de grosses interrogations. Alors, bien sûr, chez les agriculteurs, là je vous ai montré des exemples parce qu'à Bordeaux, malheureusement ou heureusement, on a du bon vin, mais il y a aussi l'utilisation de pesticides, malheureusement. Mais également en milieu tropical, il y a une grosse question qui se pose aussi sur l'utilisation des insecticides, bien sûr, dont on a besoin parce qu'il y a un certain nombre d'épidémies liées à des moustiques que vous connaissez, mais l'impact sur la santé de ces épandages aériens d'insecticides, finalement, elle ne reste pas très bien connue. Et actuellement, il n'y a pas d'études de surveillance menées par l'Institut de veille sanitaire pour surveiller finalement les populations exposées. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Alors, dans le cadre de l'exposition aux pesticides, nous, notre groupe aussi, on avait travaillé avec Isabelle Baldi sur une cohorte qui est la cohorte Agrican, qui est une cohorte qui a inclus plus de 180 000 agriculteurs en France, et on a travaillé sur un sous-échantillon de cette cohorte, donc 18 000 agriculteurs, pour lequel on a pu montrer que ceux qui étaient exposés, en particulier dans le milieu, soit céréaliers, soit les viticulteurs, il y avait une augmentation du risque d'asthme allergique, donc ça, ce sont des choses maintenant que l'on connaît bien, d'un point de vue épidémiologique, mais également d'un point de vue toxicologique. Vous savez que certains pesticides vont avoir un effet irritant sur la muqueuse bronchique, donc on a maintenant des biomarqueurs que l'on peut doser dans les urines pour mesurer le degré d'imprégnation à l'exposition aux pesticides. Alors, en ce qui concerne également l'exposition, les modifications climatiques, vous savez qu'il y a un certain nombre de forêts, de feux d'incendie qui existent, qui peuvent apparaître, peuvent concerner la plupart des pays. Et déjà, en 2006, Nino Kunzli, qui est un épidémiologiste qui connaît bien cette question-là, avait regardé, il y avait eu des feux de forêt en Californie, vous voyez, énormément, et il avait regardé l'impact sur les symptômes respiratoires chez les enfants. Et il avait pu montrer qu'il avait retrouvé donc bien sûr des symptômes qu'on connaît, donc les sifflements, le fait d'avoir les yeux qui vont être irrités avec un écoulement conjonctival, une toux sèche. Et il avait pu montrer en tout cas qu'on pouvait avoir une augmentation des symptômes même chez les personnes qui n'étaient pas connues comme asthmatiques à partir du moment où ils étaient exposés à ces feux pour une durée de 5 jours. Et bien sûr, si en plus on avait une maladie respiratoire connue, le risque d'avoir une exacerbation d'asthme, il était bien plus élevé. Donc ça, il a pu le montrer, et depuis, il y a d'autres études qui ont regardé la même chose. Alors quand on pense à modification du climat, on l'a dit, c'est augmentation de la température, augmentation de la production de gaz carbonique, et donc quelque chose qui nous concerne directement en tant que pneumologue, c'est bien sûr l'exposition aux allergènes, et en particulier au pollen. On en parlera longuement demain matin, mais globalement, il y a un certain nombre maintenant de modèles mathématiques qui montrent que dans certains pays, en particulier en Europe, il va y avoir une augmentation de la sensibilisation à certains pollens, comme par exemple l'ambroisie, avec possiblement dans les années 2040 plus de 50% de la population qui pourrait devenir sensibilisée. Donc il y a de vraies questions qui se posent sur l'exposition à des pollens et sur la modification des saisons polliniques qui vont devenir plus précoces, on le constate déjà maintenant, et qui vont également durer plus longtemps. Voilà, donc il y a un vrai changement qui s'opère à ce niveau-là, avec maintenant vraiment des modèles mathématiques, je vous montrerai ça demain matin, qui sont vraiment très très intéressants, mais qui malheureusement ou heureusement ne concernent principalement que les pays européens, et très peu de données sur la modification des changements climatiques, sur les saisons polliniques, par exemple en milieu tropical. Alors, dernier volet aussi d'un peu cet inventaire sur ces risques environnementaux, sont bien sûr les inondations, et vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé donc en Louisiane quand il y a eu l'ouragan Katrina, donc c'est des choses qui finalement sont déjà connues depuis longtemps, qui ont été publiées dans Environmental Health Perspective en 2006,
Donc vous voyez ici toutes les zones qui ont été inondées. Et ensuite, ils avaient des stations où ils ont pu mesurer les teneurs en moisissure. Voilà. Et donc dans cette étude, voilà, je me rappelle ces photos hein, que tout le monde a vues, ben, ils ont pu montrer que les personnes avaient été exposées à des niveaux de moisissure qui étaient expérimentales, voilà, avec des symptômes respiratoires, avec un effet sur les hospitalisations aux urgences, etc., et sur la sensibilisation. Donc, vous voyez qu'en conclusion, quand même, l'idée c'était de vous dresser un panorama sur... Nous, on voit les patients par l'aspect de la maladie, du symptôme, mais on pense aux expositions allergéniques, aux expositions professionnelles, mais vous voyez qu'avec tout ce qui nous attend quand on parle de changement climatique, et encore là, c'est un survol très rapide, ça devient maintenant, c'est déjà une réalité. Les publications que je vous ai montrées sont des publications quand même qui datent d'il y a quelques années. Le deuxième point, c'est qu'il y a un point précis sur le fait que tous les facteurs que je vous ai montrés vont soit aggraver une pathologie respiratoire existante, soit peuvent être des facteurs de risque d'incidence de la maladie. Et donc ça veut dire qu'on voit déjà beaucoup de patients qui ont des maladies respiratoires, on va en avoir de plus en plus avec les problèmes d'accès aux pneumologues ou de déserts médicaux que l'on connaît. Voilà, donc je pense que c'est important et vous retrouverez maintenant toute une littérature sur relation entre changement climatique et santé respiratoire qui est maintenant de plus en plus documentée. Je pense que c'est important que les pneumologues se saisissent de ces enjeux pour communiquer auprès du grand public ou mener des protocoles de recherche, des études épidémiologiques et pourquoi pas des études d'intervention. Voilà, je vous remercie.